Bon, je voulais rappeler pour démarrer cette troisième conférence des Rural Sciences, en fait, le concept que nous avons imaginé, voilà, et accueillir bien sûr, merci aux participants venus nous rejoindre ce soir. Donc, nous avons imaginé donc, ce concept des Rural Sciences avec le soutien de la région Sud et le réseau Culture et Sciences, avec pour objectif d'amener à proximité ici dans le milieu rural des connaissances scientifiques, des réflexions vers des publics à la fois professionnels mais aussi du grand public. Nous filmons ces conférences, voilà, donc vous avez aperçu Pierre-Paul qui est à la technique, pour mettre à disposition en fait après des entreprises et des acteurs socio-économiques, des citoyens aussi, tous ces outils de réflexion et d'action. Voilà, de sorte de bâtir progressivement aussi l'USS comme un centre de ressources dans ce territoire dédié notamment aux plantes aromatiques et à parfums, et qui est à l'origine effectivement de bon nombre d'entreprises dans le secteur de la cosmétique, de la distillation et de la parfumerie, bien sûr. Voilà. Donc nous ne sommes pas des experts, nous optons pour une posture plutôt, la posture contemporaine du formateur, du facilitateur, du professionnel de la maïeutique, et donc c'est ce qui nous intéresse aussi à travers votre intervention, c'est aussi une partie échange à l'issue avec voilà, quelques questions qu'on pourra vous faire remonter. Les sujets que nous avons abordés donc, sont des sujets à l'articulation de problématiques sociétales et professionnelles. La première conférence au printemps avait été consacrée à l'hydrogéologie de la Haute-Provence et notamment l'impact du changement climatique dans cette région. La deuxième conférence en fin d'été traitait du bilan carbone de nos assiettes. Et donc on reste toujours sur des sujets finalement quand même très liés à la question environnementale avec cet automne donc votre intervention, Madame Mouchard, sur la transition écologique de la filière cosmétique et parfum. Nous avons échangé ensemble en janvier dernier pour programmer cette date et puis, à juste titre, vous nous avez interpellé sur le bilan carbone de votre déplacement au Fort-Calquier pour parler justement de transition écologique. Et nous avons donc opté pour ce format en visioconférence. Voilà. Mais néanmoins, nous souhaitons vous dire que pour un plus long séjour, nous accueillerons volontiers ici, dans ce couvent des Cordeliers du XIIIe siècle et son amphithéâtre voilà, aux multiples parfums. La filière cosmétique et parfums donc, a un ancrage historique sur notre territoire. Je crois que vous avez interviewé dans le cadre de votre mission l'Occitane en Provence, voilà, qui est à quelques kilomètres d'ici. Il y a également de nombreuses PME et je voudrais en citer certaines avec des actions connues justement en matière d'environnement sous différentes formes. Je pense à Ciel d'Azur, donc une entreprise de cosmétiques bio qui historiquement donc, s'était positionnée sur le bio à base d'aloe vera et qui a développé depuis un peu plus d'un an une serre bioclimatique qui permet aujourd'hui une autonomie énergétique de cette entreprise. Je voudrais citer TerreDoc aussi, qui est la première entreprise à mission du département des Alpes de Haute-Provence, voilà, dédiée également, à la fois, on la connaît pour la commercialisation de thé, mais également aujourd'hui sur des produits de cosmétiques ou de parfums d'ambiance. Nous avons également l'Authentique, éditeur de parfums. On y reviendra peut-être après votre intervention, mais par exemple qui est cotisant ou imposant pour la planète et qui travaille notamment, entre autres, sur des actions sur le recyclage de ces déchets ou de ces produits secondaires. Le territoire est également riche d'entreprises plutôt à façon, qui n'ont pas forcément de marque dédiée. Je citerai BEA, donc Bain et Arômes, qui est situé à Fort-Calquier. Et puis hier aussi, nous avions une entreprise, SHP, Savonnerie de Haute-Provence,
qui se réunissait dans nos locaux pour travailler sur son bilan carbone et la stratégie carbone de son entreprise. Voilà, donc tout ça pour dire que cette filière est en mouvement. C'est ce que vous écrivez, vous l'avez constaté dans votre rapport. Et néanmoins, voilà, vous analysez ces actions conduites, leur efficacité, mais aussi leurs limites face à des enjeux que vous allez nous rappeler. Montrer la complexité aussi d'une évaluation d'impact qui ne peut se conduire qu'à l'échelle d'une filière jusqu'au consommateur final. Avant de vous laisser la parole, je vous remercie vivement de votre contribution à ce cycle des Rural Sciences. Et peut-être je me permets de vous demander en introduction de nous présenter le Conseil général de l'environnement et du développement durable et votre rôle d'inspectrice, justement. Et j'ai envie de vous passer la parole en disant ici Forcalquier, à vous Paris. Très bien, merci de votre invitation. Oui, il y avait quand même un paradoxe à me déplacer pour parler de transition écologique. Mais je le regrette, j'aurais préféré être chez vous que sous le ciel de Paris qui est bien gris. Donc c'est ainsi. Alors, vous voyez, entre-temps, nous avons même changé de nom. Nous sommes devenus une inspection générale du développement durable. Alors écoutez, je vais peut-être vous dire en 2 mots, parce que vu que vous avez expliqué un petit peu la finalité de votre réseau, je vais peut-être vous remettre peut-être en mémoire et commencer par des choses un peu d'actualité. Vous avez dû entendre M. Macron parler de l'ENA et dire qu'il fallait transformer cette école. Alors, essayez de faire hocher la tête si ça vous dit quelque chose, oui, voilà. Bon, vous voyez, c'était une réforme voilà, qu'il a appelée de ses voeux. Bon, comme toutes les réformes, elles s'inscrivent dans, en fait, des politiques publiques qui ont des décennies, hein, finalement, je vais dire, de travaux parlementaires ou administratifs. On en parlait depuis très longtemps, d'accord? Donc, c'est advenu, mais finalement, c'est juste un tout petit point, cette histoire de transformation de l'ENA en Institut national du service public. C'est pas très important. Vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de ça? Parce qu'en fait, c'est un peu le point de départ d'une réforme concernant les cadres supérieurs de la fonction publique. D'accord? dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais ça a été aussi l'occasion de dire que l'ensemble des inspections, d'accord, allait être fondu en une seule. Alors, je vous rassure, hein, c'est comme en France toujours, hein, il y aura toujours l'inspection générale des finances et nous, etc. Mais on a changé de nom pour signifier la réforme. Bon, rien ne change vraiment, mais c'est simplement pour vous dire que chaque ministre a à ses côtés, alors depuis très longtemps, même avant l'État, c'est-à-dire le Conseil général des ponts et chaussées, dont finalement le CGDD, l'IGEN d'aujourd'hui sont les successeurs, d'accord? Le Conseil d'État que vous connaissez, je vais dire, c'était la partie juridique, d'accord? Donc, toutes ces grandes institutions ont toujours été au service du pouvoir, en quelque sorte. La dernière née, c'est l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales, l'IGAS. Vous entendrez parfois, quand il y a des scandales, on dit on va demander un rapport à l'IGAS, d'accord? Lorsqu'il y a un souci avec les forces de l'ordre, vous entendez, pareil, on confie à l'inspection générale de la police nationale. Vous avez dû entendre ces choses-là dans l'actualité, d'accord? Donc moi, je suis au sein donc d'une inspection générale rattachée au ministre qui s'appelle aujourd'hui de la transition écologique, d'accord? Donc c'est comme une fonction d'audit interne, comme dans vos institutions. Donc vous avez des ingénieurs généraux du développement durable, puisque finalement, ils sont, je vous dis, les lointains successeurs des ponts et chaussées. Donc, c'est les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, mais qui sont devenus les ingénieurs généraux des eaux et forêts. D'accord? Et moi, voilà. Alors, j'ai à peu près toutes les caractéristiques qui fait de moi un être voilà, un peu étrange dans cet ensemble. Je suis une femme, parce que bon, il n'y a pas encore beaucoup de femmes. Je suis énarque, d'accord? Même avant, j'étais directrice d'hôpital. Et donc, je suis inspectrice générale. D'accord? Donc, ma compétence, elle est plus liée à l'aspect gestion, management. Mais les ingénieurs se sont dit, parfois, c'est bien utile dans un certain nombre
d'inspection. Alors maintenant, je viens à l'inspection elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je vous résume, hein, d'accord? Alors, d'une part, eh bien, elle a une fonction d'inspection. Ben, finalement, au sens vraiment comme lorsqu'il y a un souci particulier, hein, où on doit réaliser éventuellement des audits, ou si jamais il y avait une affaire de malversation dans un des services de l'État qui dépendent du ministère. D'accord? C'est la fonction ancienne. Les ministres nous saisissent, on est forcément saisis par des ministres, d'accord? Ou au directeur de cabinet, et nous n'écrivons que pour un ministre, d'accord? C'est pourquoi l'exercice devant lequel, je me livre devant vous, il est très inhabituel. Vous voyez, j'en bafouille. Parce que normalement, moi, je ne dois pas être connu, d'accord? Je rends un rapport au ministre qui décide ou pas de sa publication, d'accord? Alors, pour l'affaire qui nous occupe, je vais vous raconter voilà, les petits dessous d'une saisine ministérielle. Il était une fois une ministre qui rencontre le représentant effectivement de la filière, c'était post-Covid, vous vous rappelez, et que disent les représentants de la filière à la ministre? Ah, vous savez, Madame la ministre, on représente beaucoup pour la France, ce qui est vrai. Et à l'époque, souvenez-vous, l'industrie aéronautique était plutôt clouée au sol. D'accord? Donc, la ministre, effectivement, est intéressée, c'est normal. Elle imagine un comité de filière. C'est pour ça que c'est pas que je sois paresseuse, hein. J'ai laissé au comité de filière 21 février parce que pour vous dire que depuis, moi, je suis passée à d'autres missions. D'accord? C'est daté, mais j'ai pas voulu modifier. Et les industriels lui disent: ah oui, mais Madame la ministre, on a bien compris qu'il faut effectivement répondre aux attentes de l'État en matière de transition écologique, mais somme toute, on les connaît pas vraiment. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de textes au niveau Bruxelles, etc. Mais nous, ce n'est pas si simple que ça pour nous, comment appliquer et comment prendre le virage de la transition écologique. Donc la ministre se dit: ah très bien, j'ai une inspection générale, je vais désigner des ingénieurs et des inspecteurs, alors y compris donc les collègues du Conseil général de l'économie, puisqu'il s'agit d'une filière, je veux dire, avec évidemment une dimension économique. Et puis, je vais demander à l'IGED, au Conseil général de l'époque de Environnement et Développement durable, et bien forcément, puisque ça concerne la transition écologique. Est-ce que je suis claire dans mes explications? Donc, vous voyez, c'est l'histoire de votre rapport, mais cette histoire-là, elle est unique. D'accord? Je ne trahis pas de secret d'État en vous racontant ça, hein. Je rends simplement un rapport un peu plus vivant pour vous dire que ça passe par des personnes et que cette filière s'est adressée à la ministre. La ministre s'est dit: ah très bien, et je vais demander à des inspecteurs de faire ce travail-là. Ensuite, on est totalement indépendant. Indépendant comme on l'est en France, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on fait notre travail classique. On rencontre des personnes, on émet des hypothèses, on commence à rédiger. Et ensuite, donc moi, en tous les cas, c'est ce que je fais, j'accepte des invitations s'il y en a pour vous présenter le rapport. Donc, ma parole, elle est forcément, j'allais dire, très officielle, au sens où je ne peux dire que ce que j'ai écrit dans ce PPT. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais je vais le faire en toute transparence et en tous les cas, il me semble que le service public doit aussi, de temps en temps, faire en sorte que les rapports soient connus, quoi, en quelque sorte. Donc, je vais vous présenter donc, les objectifs de la mission. Donc, comme je vous dis, hein, c'est la ministre, donc elle écrit, on lui écrit une note dite de commande. Et à ce moment-là, les inspecteurs, les ingénieurs qui sont mandatés lisent la note de commande. C'est comme à l'école. Ça va au niveau du son? Ouais. Comme à l'école, on lit l'énoncé, d'accord? Mais pas comme à l'école, puisque quand même on est inspecteurs généraux et très galonnés. On dit: très bien, Madame la ministre, vous nous avez demandé ça, mais on peut parfois dire, on va répondre à votre question, ça c'est obligatoire, mais il y a peut-être d'autres aspects, donc on peut se permettre, si vous voulez, de voir peut-être d'autres aspects sur lesquels, on ne nous a pas demandé d'intervenir. Bon, évidemment, vous ne refaites pas le monde, hein. Vous êtes, là, il s'agit des entreprises de cosmétiques et parfums. Voilà. Donc, on nous dit, et progressivement, nous, on s'est dit, voilà les objectifs de la mission.
un, c'est évidemment connaître les enjeux de la transition écologique de la filière. C'est la base. Identifier les bonnes pratiques et leurs impacts sur l'environnement. Pourquoi on avait cela? Parce que ça nous a été demandé, mais aussi, comme je vous ai raconté l'histoire, la filière nous disait, et vous savez, nous, on a déjà des bonnes pratiques. D'accord? On veut vous les faire connaître. D'accord? Troisième objectif, et là, c'est vraiment propre à la mission, on s'est dit, mais il faut chiffrer les investissements nécessaires et les gains en attend de cette transition écologique. Parce que certes, on a des initiatives, on a déjà des entreprises en marche, mais si on veut massifier, comme on dit, accélérer la transition écologique, vraisemblablement, ça doit coûter. D'accord? Donc nous, missionnaires, on va demander, missionner, je ne sais pas comment il faut nous appeler, on va demander aux industriels, à leur idée, combien ça pourrait coûter. Ça, ce n'était pas vraiment dans la note de commande. C'était un peu indiqué, mais on sait que c'était particulièrement important. Et enfin, mais ça, c'était, j'allais dire, lié à l'actualité réglementaire, proposer un cadrage pour mettre en place l'affichage environnemental. Mais vous voyez, ça, on sentait bien que les rédacteurs avaient ajouté ça. D'accord? Voilà les 4 objectifs. Premier sujet, on s'est dit, il faut évaluer pour la filière les émissions globales de gaz à effet de serre. D'accord? Savoir un petit peu combien cette filière émet. Alors, je ne vais pas être trop technique ce soir. Après, si vous voulez me poser des questions, j'essaierai d'y répondre, mais je vais essayer d'être la plus pédagogue possible parce que c'est quand même assez complexe, ces sujets. Donc, comme vous le voyez, j'ai qu'un seul indicateur, c'est ces fameux gaz à effet de serre. D'accord? Comme vous le savez, j'imagine, puisque vous avez suivi des conférences, il y a aussi d'autres aspects. Vous savez, l'empreinte, le bilan carbone, enfin bon. Donc, mais nous, on n'avait que cette référence-là et la filière n'avait que ça. D'accord? Alors, globalement, la filière parfum et cosmétiques, alors, elle serait responsable entre 0,5 et 1,5% des gaz à effet de serre émis sur la planète. Bon, ça, c'est une étude de Contis, vous devez connaître, non? C'est une association qui gère des données, qui est suisse. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment la seule étude, finalement, un peu sérieuse, j'allais dire. Les principaux facteurs d'émission, donc je vais vous lire les éléments si vous ne les avez pas sous les yeux. Alors, je dis proviendrait parce que c'est un calcul extrêmement complexe. De l'usage des produits à 40%, des emballages à 20%, 10%, du transport 10%. Puis vous avez sommé, je pense que ça fait à peu près 100, on est d'accord. Des points de vente, 5%. Des autres biens et services, 5%. Et puis ensuite, c'est tout à moins de 5%. Des opérations liées à la filière. Tout ce qui est traitement de la fin de vie des produits, d'accord, moins de 5%. Et après, vous avez forcément autre catégorie. Et là, c'est tout ce que, évidemment, les gens qui traitent des données n'ont pas pu mettre dans d'autres catégories. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, on a peu d'études sur les émissions à gaz à effet de serre de cette filière, mais que, comme ça, spontanément, on sent bien qu'effectivement, ce n'est pas la filière qui est la plus responsable, j'allais dire, des émissions de gaz à effet de serre de la planète. D'accord? Ça, c'est le premier constat. Ça, c'est important. Mais on s'est dit, mais gaz à effet de serre, très bien, c'est important, voilà. Mais il n'y a pas du tout d'impact d'évaluation, par exemple, en termes d'eau, de biodiversité. D'accord? Or, vous savez mieux que moi j'ai découvert tout ça, parce que ce n'est pas du tout mon métier, et que dans un shampoing, il y a beaucoup d'eau. Et puis, pour effectivement produire des cosmétiques, il y a effectivement l'usage de l'eau. Bon, je fais court, etc. Or ça, finalement, ce n'est pas pris en compte. D'accord? Globalement, la filière ne savait pas nous dire. Alors, on s'est dit, ce qui est important, c'est que les impacts environnementaux des produits cosmétiques soient davantage connus. Parce que ça me paraît quand même la base, puisque finalement, ils sont insuffisamment étudiés. Alors, pourquoi vous allez me dire finalement, oui, mais c'est normal, parce que nous, un produit cosmétique, et alors je vais faire très court, je ne vais pas vous décrire ce que vous savez mieux que moi. Finalement, les directives
Et fondamentalement, qu'est-ce qu'on a demandé aux cosmétiques? On a demandé aux cosmétiques qu'ils ne commettent pas, j'allais dire, de dommages sur la personne. D'accord? Bon, moi, j'ai été chef du bureau du médicament, voilà, j'étais directrice d'hôpital, etc. Donc, finalement, je fais un peu l'analogie avec les cosmétiques. Les médicaments, c'est la même chose. Enfin, l'idée, c'est quand même qu'ils ne vous tuent pas. D'accord? Alors, parfois, ils ne vous guérissent pas, ou parfois, ils vous guérissent en suscitant des effets secondaires, mais on se dit qu'il y a une balance avantage-risque. D'accord? Pour les cosmétiques, depuis plus de 100 ans, j'allais dire, on a considéré que ce qui était important, c'était qu'ils ne causent pas de dommages, d'accord, qu'ils ne nuisent pas à la personne, puisqu'ils sont en contact avec l'épiderme, etc. Donc, il n'y a pas de réflexion comme pour la chimie. Or, les cosmétiques, c'est quand même en partie de la chimie, on est d'accord. Mais jusqu'à présent, finalement, on avait toujours étudié, on a toujours encadré la chimie par des lois protégeant l'environnement, d'accord? Et finalement, il n'y avait pas eu de jonction. Donc ça, c'est assez important. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est ce qu'on a mis en lumière en quelque sorte. Donc ça veut dire que finalement, les données portant sur l'impact environnemental, finalement, elles sont soit partielles, soit totalement inconnues. D'accord? On ne s'intéresse pas à l'écotoxicité ou à l'impact sur la biodiversité, finalement, des cosmétiques. D'accord? Que ça soit d'origine naturelle ou d'origine chimique. Parce qu'il y a un présupposé, mais je reviendrai peut-être là-dessus et peut-être que vous allez m'interroger, c'est que nous avons été assez étonnés lors des entretiens. Souvent, on nous disait, mais c'est naturel. Sous-entendu, c'est bon. Pas toujours. D'abord. Et deux, forcément, il y a un prélèvement toujours sur la nature, des conséquences sur la biodiversité. D'accord? Ce n'est pas parce que c'est naturel, il y a de l'argan, il y a je ne sais pas quel produit. Si on assèche complètement, finalement, la nature de ce type de produit, il y a un effet sur l'environnement. Donc, vous voyez, je commence à dire des choses qui ne sont pas forcément celles qui étaient totalement attendues par la filière quand elle a demandé le rapport, mais ce n'était pas pour être désagréable, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est en discutant, en essayant de faire prendre conscience des enjeux. Alors, si on n'a pas eu, j'allais dire finalement, ce tableau un peu rêvé, vous voyez, sur l'ensemble de la filière, on a rencontré des entreprises, on a rencontré un certain nombre de personnes qui nous ont dit: «Ah non, mais nous, on fait des analyses du cycle de vie pour notre entreprise». D'accord? Mais on s'est quand même rapidement aperçu qu'il y avait peu d'entreprises qui avaient les moyens de faire ces études cycle de vie. Cycle de vie, vous savez ce que c'est, hein? Je pense que je ne développe pas. Enfin, toute la thématique d'éco-conception, les majors, non, je vais citer quand même au moins une grande entreprise, hein, parce que L'Oréal, évidemment, a des laboratoires, nous a expliqué tout ce qu'il faisait et il le fait. Enfin, on n'a pas de doute. Mais ce n'est pas le quotidien de toutes les entreprises. D'accord? Et de toute façon, les analyses du cycle de vie ne peuvent pas tout quantifier. L'impact sur la biodiversité, ce n'est pas votre sujet, c'est un peu normal. D'accord? Et surtout, ce qu'on nous a dit, mais le nombre d'ingrédients est tellement élevé qu'on ne pourrait pas faire des analyses d'écotoxicité, par exemple, pour chaque ingrédient. Or, dans une formule, vous savez beaucoup mieux que moi, il y a plusieurs ingrédients, etc. Et on sait encore moins la combinaison des ingrédients. Là aussi, je me suis raccroché un peu à mon savoir sur les médicaments, et ça, je le sais bien, c'est particulièrement difficile à faire. Surtout que vous avez dû, au préalable, démontrer que vos ingrédients n'étaient pas nocifs pour la santé. Et après tout, c'est tout ce qu'on vous demandait. D'accord? C'est pour ça que j'avais fait ce petit rappel historique, c'est-à-dire qu'on ne vous fait aucun reproche. Hein. Enfin, voilà. On sait bien que ce n'était pas spontanément ce qu'on avait demandé à l'industrie cosmétique. Alors,
fort de ces constats, la filière nous a dit: «Oui, mais attendez, on fait quand même beaucoup de choses». D'accord? Il y a des initiatives collectives. Alors certaines vont peut-être un peu dater, je ne sais pas. Moi, j'ai pas de point là maintenant à l'heure où nous parlons, hein, d'accord? Donc, à l'époque, il y a à peu près 1 an, il y avait, ce qu'on appelait le Plastic Act de la FEBA. Je sais pas si vous connaissez, hein. C'était un engagement de la profession pour, la réduction des plastiques. Ils nous ont beaucoup parlé des plastiques. On leur a dit que c'était pas trop notre sujet, mais ils nous ont beaucoup parlé des plastiques et en nous disant qu'ils avaient fait un énorme effort, pour effectivement, utiliser des plastiques recyclés. Mais comme vous le savez, maintenant l'objectif, c'est de diminuer l'usage du plastique, y compris, le plastique recyclé. Voilà. Il y avait aussi, ce qu'on appelle la Cosmetic Valley, un certain nombre d'entreprises qui là aussi avaient mis en place des innovations, effectivement, tout à fait intéressantes. Il y avait, alors l'initiative dite SPICE là, c'était de l'aide à l'éco-conception des emballages. Donc là aussi, la filière s'était mobilisée et il y avait des résultats, c'est certain. Et il y avait le fameux consortium mondial Eco Beauty Score, où il y avait tous les grandes entreprises, Henkel, L'Oréal, LVMH, Natura & Co, etc., Unilever, qui, en fait, proposaient, au secteur de co-construire un système de notation volontaire, d'accord, de l'impact environnemental des produits de beauté. En nous disant, nous, au niveau mondial, le fait que ce soit des produits français ne suffit plus. On a des concurrents, notamment la Corée, hein, qui est quand même extrêmement en pointe. On a besoin de dire que nos produits, finalement, respectent l'environnement. Donc, nous, filière, on va créer un consortium pour qu'effectivement, on demande ces fameuses données, les fameux ingrédients, parce que vous, État, on ne va pas vous transmettre nos formules, mais nous, entre nous, on va mettre en place cette initiative. Donc moi, je vous répète, ça, c'était en septembre 2021. Ils ont mis presque 1 an hein, à mobiliser. Donc, on a entendu un certain nombre de personnes qui étaient critiques au sein de la profession. Parce qu'effectivement, est-ce que c'est pas aussi... je cherche mes mots parce que je ne veux pas me laisser quelqu'un, mais une tentative finalement de certains grands groupes d'évincer aussi la concurrence sur la base de la qualité environnementale de ces produits. Un avantage comparatif qui ferait que on choisisse telle ou telle firme en fonction de ce genre d'indicateur, mais l'indicateur étant issu de leur consortium, bon, ils s'auto-notaient, quoi, en quelque sorte. Bon, même s'ils nous ont toujours assuré qu'il y avait un conseil scientifique, etc. Mais nous ne sommes pas allés très avant sur ce sujet-là. Moi, je vous en parle ce soir. Et nous n'avons pas, nous, j'allais dire, membres d'une inspection, à mettre en doute même la bonne volonté d'une filière de faire ce genre de choses. Je vous en parle comme ça. Voilà. Alors, on s'est dit, très bien, toutes ces initiatives sont impressionnantes, mais donc on a voulu en savoir davantage. Alors, bon, on n'a pas beaucoup de moyens hein, dans une inspection. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un questionnaire. On demande à la FEBA et d'autres associations du secteur, est-ce que vous pourriez envoyer le questionnaire à vos adhérents? D'accord. En réalité, on a eu très, très peu de réponses. On dirait c'est habituel, les gens sont débordés, ils n'ont aucune envie de répondre à l'inspection, qui somme toute, voilà, c'est l'État. Mais quand même, parce que nous avons eu des entretiens hein, en disant, bah, écoutez, le questionnaire, vous aviez peut-être pas eu le temps de le remplir, mais comme ça, au cours d'entretien, vous pourriez nous donner des réponses. En réalité, on sentait bien que, en dehors des initiatives intéressantes, individuelles ou collectives de la filière, il y avait peu d'entreprises qui étaient engagées dans un processus vraiment de transition écologique. Je pense que... Et alors, ce qui nous a énormément étonnés, alors là, c'est peut-être des fonctionnaires qui ont ce réflexe-là, mais tout de même, en réalité, dans le questionnaire, on leur disait, mais est-ce qu'il y a des freins pour la transition écologique?
Et nous, dans notre esprit, on se disait, ah ben ça va coûter. Ça doit être ça qui empêche une entreprise d'investir et de se lancer dans la transition écologique. Ben, en réalité, non. Ça n'avait pas l'air d'être un frein. Alors, vous allez me dire, ah oui, si vous avez posé la question à L'Oréal, c'est normal. Ben non, toutes les entreprises. D'abord, même les plus petites n'avaient pas... Alors, on me disait, ah oui, faire une analyse du cycle de vie, ça coûte. Je dis, mais ça coûte combien? Alors, à force, ils nous ont annoncé, par exemple, 25 000. Bon, et somme toute, c'est quand même pas une somme énorme. Enfin, voilà. Donc, on n'a pas repéré, nous, en interrogeant la filière, de frein économique. D'accord? Alors, on peut l'interpréter de deux façons. Premier réflexe, c'est de se dire, bah, finalement, ils ne sont pas engagés dans la transition écologique, donc ce n'est pas un frein, parce que de toute façon, bah, voilà, ils ne sont pas vraiment dépensés d'argent. D'accord? L'autre aspect, c'est de se dire, bah, ils ne veulent pas nous en parler parce que c'est secret, commercial, etc. Ces choses-là. Mais ce qu'on peut aussi imaginer, c'est que finalement, la transition écologique, c'est aussi un état d'esprit. Le frein économique n'est peut-être pas si important que ça, parce qu'en réalité, il n'y a pas encore une conscience des coûts engendrés par la transition écologique. D'accord? Parce que, par exemple, lorsqu'on nous citait des investissements pour diminuer, vous savez, le poids du verre, on nous a dit, voilà. Ce n'est pas des investissements colossaux pour la transition écologique, d'accord? Parce que ça permet aussi, finalement, de revoir le design d'un flacon ou que sais-je. D'accord? Donc, il n'y a pas... Enfin, moi, j'ai beaucoup je suis passionnée d'économie, donc j'ai interrogé vraiment. Hein. Mais il me disait, mais on ne sait pas distinguer, en fait, dans un produit, ce qui va relever de la transition écologique. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas, voilà, tous les efforts qu'on va faire sur le packaging, c'est pour vendre. Si en plus, finalement, ça correspond à l'attente de notre clientèle, si on peut mettre le logo recyclé, bah, finalement, ça convient à tout le monde. Mais ce n'est pas le fait que ça soit recyclé qui coûte si cher qui nous aurait empêché de le faire. Voilà, ce qu'on a compris. Donc, il n'y avait pas je veux dire, d'incapacité de la filière pour des raisons d'investissement. D'accord? Alors, hormis les verriers, ça c'est sûr, mais ils ont été aussi pas mal aidés pour d'autres raisons. Vous savez, la vallée de l'Arve, que je ne vais pas développer là, ce soir. D'accord? Parce que là, effectivement, il y a une transition écologique qui nécessite des investissements extrêmement importants, vous savez, en termes de four. Voilà. Mais dans votre secteur, finalement, la transition écologique n'impliquait pas, je vais dire, une remise en cause du process même de production. Ce qu'on a compris, je ne sais pas si ce que vous partagez. Alors, on a bien compris que l'engagement du secteur était réel, mais nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il devait se renforcer. C'est clair que le domaine des emballages des produits, c'est là où la filière a fait le maximum d'efforts. Ce que je vous disais, hein, utilisation de matériaux recyclés ou recyclables, sortie du plastique, etc. Sur les processus de production proprement dit, donc recours aux énergies renouvelables, la diminution des consommations d'énergie ou en eau. Et comme vous voyez, c'est aussi pour être plus économe, pour diminuer les coûts, etc. Pas affiché comme la transition écologique. Bon, il est évident que maintenant, avec un coût de l'énergie qui ne cesse de grimper, n'importe quelle entreprise a à cœur, effectivement, de faire diminuer sa facture d'énergie. Oui, mais ça ne relève quand même pas d'une transition écologique de grande ampleur. Mais il y a quand même peu de choses. Hein, peu de choses. Donc, je vous ai dit en matière d'eau, traitement des déchets, c'est traitement des déchets finalement un peu des ménagers, enfin des ménagères, etc. Donc, ce qu'on a relevé, et je reviens sur ce point-là, donc les actions relatives aux ingrédients, elles sont peu développées. C'est ça qui nous a quand même étonnés.
Elle se limite souvent, donc je vous dis, à rechercher du plus naturel ou du bio. Mais voilà, tout ce qui est naturel et bio n'est pas, je vous dis, toujours bon pour la planète. Donc, tout ça, c'est à considérer. Il y a peu d'actions qui sont menées pour encourager un meilleur usage des produits, clairement. Je reviens sur mon histoire de shampoing, puisque tout le monde m'a expliqué la formule, comment, etc. Et bon, clairement, ça s'est un peu développé, hein. Bon, maintenant, j'ai toujours l'œil aiguisé, maintenant, quand je fais mes courses. Alors, je vois plus de shampoing sec, mais c'est quand même pas... Il y a peu d'exemples de grandes campagnes de communication. Par exemple, euh, diminuer le produit, le shampoing, pour se laver, d'accord, les cheveux. Vous imaginez à l'échelle de la planète. Il y avait effectivement euh, des encouragements à moins consommer. Ah oui, et j'en étais au dentifrice. Le dentifrice, dans sa composition, n'est pas forcément remis en question pour utiliser moins d'eau, par exemple. D'accord? Au contraire, on pousse beaucoup à la consommation par une politique des prix, deux pour le prix d'un. Ça, c'est dévastateur. Vous allez me dire, oui, c'est normal. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre des produits, hein. Je ne dis pas le contraire, hein. Voilà. Mais si vous voulez, c'est clair que si vraiment ce secteur souhaitait diminuer l'impact sur l'environnement, il faudrait vraiment s'interroger sur les ingrédients. Et en particulier, alors on a développé cette partie-là dans le rapport, mais pas des scientifiques, hein, mais sur les nanotechnologies, on a été effrayés. C'est vrai que dans tous les produits cosmétiques, on a des nanotechnologies qui commettent des ravages sur l'environnement. Comme vous le savez, il y a beaucoup de querelles d'experts, notamment sur les impacts des huiles solaires, sur les coraux, etc. Donc, mais le temps que les experts se mettent d'accord, j'espère que je ne choquerai personne, on sait qu'il y a des effets délétères sur l'environnement. Mais évidemment, il faut que les scientifiques le démontrent pour qu'ensuite ça soit pris en compte dans les lois, dans les directives européennes, etc. Et tout ça prend un temps certain. En particulier, le fameux règlement REACH, donc vous savez, donc, qui touche vraiment aux produits chimiques. Je sais pas, vous avez entendu comme moi l'actualité, finalement, il n'est pas sorti comme on l'imaginait. D'accord? Nous, on avait fait des recommandations pour que justement, il y ait des connexions entre la chimie et les cosmétiques. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Il est important qu'on réfléchisse à l'impact environnemental des cosmétiques. Puisque de toute façon, il y a des règlements sur les nanotechnologies, que les nanotechnologies sont bien dans les cosmétiques, mais comme c'est dans les cosmétiques, finalement, ils ne ressortent pas du même règlement. D'accord? Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin sur cet aspect, mais pour vous dire que les enjeux sont quand même particulièrement importants. Alors, les industriels nous disent, oui, mais après tout, c'est pas à nous d'expliquer qu'il ne faut pas se laver les cheveux tous les 2 jours ou que sais-je. Enfin, c'est aux consommateurs Non, nous, nos produits, ils sont étudiés pour ne pas être nocifs. Bon, nous, après, si les gens s'enduisent en permanence de crème, c'est finalement pas notre faute, entre guillemets. Bon, ce à quoi on a essayé de leur dire, il y a quand même un imaginaire des produits cosmétiques et parfums. Alors, certains peut-être me trouveront osé, mais les campagnes de publicité avec des magnifiques mannequins qui sortent de la douche, etc., les Tahiti, je ne sais quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, tout ça, ça a marqué l'imaginaire quand même des consommateurs. C'est sûr qu'on fait peut-être moins rêver avec un savon qui ne mousse pas, avec un shampoing sec. Peut-être que les cinéphiles, voilà, sont un peu... Mais au-delà de la boutade, vous voyez bien qu'il y a quand même des enjeux importants. L'action sur les transports n'est pas systématique. Oui, c'est dans 15 minutes, je vais essayer de... Je continue? Oui, allez-y. Allez-y, oui. Euh,
L'action sur les transports, c'est jamais un sujet. On me dit, ah, mais c'est des petites quantités. Enfin bon, lorsque tel ou tel grand parfumeur fait une opération à Shanghai ou à Pékin, bah, tout ça, c'est par avion. Parce qu'il faut au plus vite apporter effectivement tel ou tel flacon ou telle crème à des prix extrêmement élevés. Donc c'est vrai qu'on ne compte pas. Il y a quand même un aspect, l'empreinte même écologique de certaines, je ne dis pas de la production, mais finalement certains sièges sociaux, quand même pas neutres. Mais il n'y a pas de... Parce qu'on me dit c'est des petites unités. Oui, des petites unités, mais ça coûte quand même très cher. Donc les recommandations, nous en avons fait pour l'État et pour la profession. D'accord? Donc, je vais passer sur l'affichage environnemental, d'accord, pour accélérer mon propos. Alors, pour la profession, on leur a dit, logiquement, améliorer la connaissance des impacts environnementaux. Ça, c'est essentiel, d'accord? Et essayez de le faire avec votre logique économique, parce que vous pouvez aussi diminuer les ingrédients et voir comment obtenir finalement des cosmétiques peut-être tout aussi performants, plaisants à votre clientèle, mais peut-être ayant des impacts sur l'environnement moindres. Et ça vous fera un argument de vente. D'accord? C'est ce qu'on a essayé de dire. Poursuivre les actions donc, visant à diminuer l'eau dans les formules et les process de production. L'eau, c'est vraiment... Et vous voyez, en un an, je pense que maintenant tout le monde est convaincu, mais déjà à l'époque, on a commencé à en parler, on m'a dit « Ah, mais... Oh non, mais enfin, attends, l'eau en France, c'est quand même pas un problème. » Je ne dirais pas qui m'a dit ça, mais c'est quelqu'un de très connu. Donc, j'espère que maintenant, on ne sortira plus de ce genre de choses. Améliorer la traçabilité des ingrédients contenant l'huile de palme. Ça, c'est aussi un autre sujet. Mettre en place des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc liés, comme je vous le disais tout à l'heure, au transport des produits, et tout au long de la chaîne de valeur. Accélérer, évidemment, la mise en place des actions de transition écologique. Alors là, bon... C'est une liste un peu à l'après-vert. Hein. Sur les points de vente, il y a quand même à gagner. Mettre en place des dispositifs de consigne. Vous savez qu'un certain nombre de parfumeurs, hein, d'ailleurs, l'ont mis en place. On a fait pas mal de développement sur le vrac. Ça aussi, c'était... Sur les invendus, les déchets, comment on gère tout ça. Informer, ça nous tenait à cœur, donc davantage le consommateur sur l'importance de la modération donc dans l'usage des cosmétiques, sans évidemment mettre en péril des emplois, etc. Mais quand même, ça me paraît important. Et enfin, donc je reprends, mais c'est uniquement pour l'affichage environnemental, donc mettre en place une gouvernance au sein de la filière sur cet aspect-là. D'accord? De telle sorte qu'il n'y ait pas de procès d'intention sur la notation qui viendrait des plus grands industriels, ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord? On a fait aussi... des recommandations pour l'État et la profession, mais l'État, c'est clair qu'il y a un écolabel européen. Finalement, on en fait très peu la promotion. On laisse les industries dépenser des sommes folles souvent pour être certifiées. On a un maquis de labels, mais alors c'est insensé. Et finalement, vous dépensez tous beaucoup d'argent pour obtenir des labels. Ils sont plus lisibles. Enfin, c'est hallucinant. Hein. Enfin, maintenant que j'ai l'œil exercé, sur le moindre flacon, maintenant, je compte les labels. Quoi. Et personne ne sait quel est le meilleur. Mettre en place avec l'ADEME un groupe de travail destiné à piloter les travaux relatifs à l'affichage environnemental. Donc ça, c'est important. Et surtout à la constitution de bases de données. Pour l'État, c'était faire aboutir, ce que je vous disais tout à l'heure, les propositions françaises visant à améliorer donc l'articulation entre le règlement cosmétique et le règlement REACH, d'accord, pour prendre en compte les impacts sur l'environnement des produits cosmétiques. Ça y est, c'est bon. Décollise pas. Voilà. Je vous remercie vraiment de votre attention. Je suis prête à répondre à toutes vos questions. Voilà, j'ai essayé de vous présenter ce rapport qui était aussi très riche. Hein. Voilà. Donc, effectivement, le rapport est consultable et téléchargeable, voilà, donc pour en avoir la totalité. Je voulais dire juste qu'en préparant du coup cette conférence,
j'ai trouvé un guide qui vient de paraître aux éditions Erol, le guide de l'éco-conception cosmétique. Je crois qu'il y a un mois ou deux qu'il est paru, donc vraiment Bien. tout récent. Voilà, sous-titre S'engager dans le développement durable de la graine à la fin de vie du produit. Voilà, donc on sent Oui. que voilà, il y a effectivement des travaux en cours et voilà, et des formalisations en tout cas de méthodologie pour accompagner la filière. Voilà. Oui, et ça marche. Voilà. Donc, voilà, mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, il y a eu quelques Je vous petits en prie. soucis techniques, mais globalement, On quand s'est même, adapté. on a réussi à, voilà, à vous entendre. Merci encore voilà, de votre Je vous en prie. participation. On fera un petit montage effectivement de cette conférence, voilà, pour la mettre en ligne. On vous partagera ceci avant de le mettre en ligne. Voilà. Et Très bien. Je vous souhaite une excellente soirée. merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, messieurs, dames.